Bonjour, Hubert Huertas, Stéphane Aliès, Bonjour. Pour le 51e numéro d'Objection d'entretien politique de Mediapart. Cette semaine, la Grèce, l'Espagne et la France qui regardent. Notre invité est Alexis Corbière. Bonjour. Bonjour. Alexis Corbière, vous êtes secrétaire national du Parti de gauche et bon, votre histoire résumerait presque le morcellement de la gauche. De la gauche française, je vais rappeler brièvement, vous avez été trotskiste auprès du célèbre Pierre Lambert, comme Jean-Christophe Cambadélis d'ailleurs. Puis vous avez été membre notamment de la LCR, puis vous avez été socialiste, élu à Paris, avant de quitter le PS avec Jean-Luc Mélenchon pour fonder le Parti de gauche. De la poussée du mouvement citoyen incarné par Podemos en Espagne, vous avez dit lundi, ou peut-être même dimanche soir, c'est une magnifique nouvelle. Mais magnifique pour qui? Magnifique pour l'Espagne ou ça peut être un peu magnifique pour la France, selon vous? Magnifique pour la France, pour l'Espagne, pour des idées. Quand on est de gauche, comme moi, on est internationaliste. On ne se désintéresse pas de ce qui se passe dans les autres pays. Et évidemment, déjà pour le peuple espagnol qui a tant subi des conséquences d'un libéralisme arrogant, agressif, c'est très concret. Je veux dire, il y a près de, je crois, 25% de la population qui est en situation de pauvreté, de difficulté. La précarité a augmenté, le chômage des jeunes est un chômage de masse, des gens ont été expulsés de leur appartement, etc. Bon, cette idée qu'il y a une force politique qui entend apporter des réponses positives à ce qui se passe est important. Mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, et on va en parler sans doute, c'est que c'est des points d'appui pour ce que nous cherchons à faire en France. C'est-à-dire qu'il est important qu'un homme comme moi, ou Jean-Luc Mélenchon, ou mes amis, quand on s'exprime, qu'on ne soit pas seulement une proposition qui est d'ordre théorique, mais que l'on puisse dire, regardez, ici ou là, ces expériences politiques, nous, on était très inspirés par l'Amérique latine, vous le savez, à une époque. Oui. Et cette vague, on a le sentiment qu'elle arrive désormais en Europe et qu'on a, à travers la Grèce et l'Espagne, dans des combats et des bras de fer qui ne sont pas réglés, mais des points d'appui qui donnent corps à ce qu'on dit. On a presque l'impression... D'ailleurs, on a eu l'impression après Syriza, maintenant on a l'impression avec Podemos, que quand vous regardez ces victoires, vous dites « on a gagné » comme si vous aviez gagné, vous. Oui, mais ça, on s'est amusé là-dessus. Mais bon, je dirais, il faut remettre tout ça dans un certain contexte. Bon, les nouvelles qui venaient d'Europe étaient assez mauvaises ces derniers temps. On avait le sentiment, une réalité politique qu'on observait, c'est que c'était une vague brune qui, notamment dans les anciens pays de l'Est, comme on dit, l'extrême droite, mais l'extrême droite qui venait en responsabilité. Ici, antisémite, là, ouvertement xénophobe contre le droit des femmes, etc. Bon, et on a aujourd'hui, alors dans des pays du sud de l'Europe plutôt, c'est notre famille politique qui arrive en responsabilité, notre famille au sens large, de ceux qui sont pour l'égalité entre les citoyens, de ceux qui sont pour le partage des richesses. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc ce « on », il est déjà dans une... Moi, je suis un militant français, un patriote républicain, on peut discuter de tout ça, mais je suis internationaliste. Je considère que les réponses que les autres peuples trouvent aux questions auxquelles nous sommes, nous aussi, confrontés, sont des sources d'inspiration et des éléments de partage que nous devons mettre en commun. Ils vont, que je sois clair, nombre de problèmes auxquels ils sont confrontés, tant en Grèce qu'en Espagne, ne sont pas réglés. Mais les réponses qu'ils vont peut-être trouver à ces solutions peuvent nous aider, nous en France, à aussi les mettre en œuvre et une fois de plus à donner du cœur à nos concitoyens en France, à dire c'est possible parce que les Grecs, parce que les Espagnols le font, etc., etc. Donc moi je suis un militant politique qui prend un peu tout ce qu'il y a d'utile dans le combat politique pour dire regardez, ce que je dis n'est pas seulement quelque chose une fois de plus de théorique, c'est pas seulement un horizon que je propose, mais c'est aussi une réalité concrète, vivante, qui est en train de se mettre en œuvre. Et ça, c'est bien, c'est un point d'appui, comme je le répète une nouvelle fois. En politique, vous savez, c'est une arène, c'est un combat, donc il faut profiter de tout. On prend des coups. Quand l'extrême droite gagne dans certains pays, eh bien, c'est un coup aussi que je prends, pas seulement dans le pays concerné, mais quand c'est mes amis qui gagnent, eh bien, ça me renforce. Et je terminais sur une chose. Vous savez, il y a aussi la dimension humaine. Ça compte en politique. Je veux dire, on a un cœur. Il y a des moments où le moral, on a le droit d'avoir un peu ras-le-bol, de se dire ça va mal. Et puis on a aussi le droit. Mais on a aussi le droit quand nos copains. Et là, quand je dis nos copains, que ce soit Alexis Tsipras, moi je l'ai connu avec Jean-Luc il y a quelques années, je veux dire, c'était des forces à 3 ou 5%. Ada Colau, cet été, avec Raquel Garrido à Barcelone, il y avait une assemblée, une réunion qui était tenue pour l'Assemblée constituante en Espagne, où il y avait Ada Colau qui était là, et Raquel me l'avait présenté. C'était des gens, cette idée, moi, apparemment, de me dire que cette militante-là, qui venait modestement avec son petit sac à dos, est en train de devenir la maire de Barcelone. Non, mais ces trajectoires politiques, pardon, mais moi, me regonfle le cœur. Je me dis, mais bon sang, ces militants-là, confrontés à des difficultés, deviennent majoritaires. Voilà, quand je reçois des petites piques en disant « vous n'y arrivez pas », ça me permet de dire aussi les copains, ils ramaient dans ces pays-là, et puis aujourd'hui, ils sont en train, le vent souffle dans leur voile. Bon, mais ça, pardon, ça fait du bien, ça donne du cœur à l'ouvrage. Écoutez, le « vous n'y arrivez pas », on ne va pas manquer d'en parler.
Prochaine Oui, question bah, avec... écoutez, Avant d'en Avec venir vous, à l'Espagne Stéphane. plus précisément, revenons justement sur la Grèce que vous aviez évoquée, parce que ça pose la question qui va aussi se poser pour l'Espagne, de la pratique du pouvoir. bien sûr. Comment vous jugez aujourd'hui les difficultés de Syriza dans son rapport de force face aux institutions européennes, face au mandat populaire, c'est Bien une sûr. notion dont vous êtes friand et adepte, la notion de souveraineté populaire. Bien sûr. Comment elle se concrétise? Comment vous voyez un petit peu ces Comment difficultés-là? vous jugez les compromis dont on parle beaucoup dans la presse? Oui, alors déjà, redonnons-nous le calendrier. Ils ont été élus le 25 janvier. Ça fait 3 mois qu'ils sont là, 100 jours. 100 jours, c'est déjà beaucoup. 100 jours, c'est peu. D'accord? Vous pourrez, si j'ironisais, dire qu'est-ce qu'on fait, ceux qui donnent des leçons, bien souvent, notamment en France, en 100 jours. Par rapport à ce qui a été fait, déjà, je considère qu'il y a eu des choses positives, un respect du mandat. Rien dans ce qu'a fait M. Tsipras ou M. Varoufakis ne piétine ce pourquoi ils ont été élus. Par contre, on va se parler clairement. Ils sont engagés dans un bras de fer et un rapport de force, notamment avec l'Union européenne, et particulièrement avec la pointe avancée et la plus agressive, notamment de ce qui se passe en Europe, à savoir les injonctions du gouvernement allemand. Clairement, ils sont engagés dans un bras de fer extrêmement difficile. Nos amis grecs, que les choses soient claires, représentent 2% du PIB de l'Union européenne. Le rapport de force est quand même pas simple. Donc ne leur faisons pas supporter sur les épaules plus qu'ils ne peuvent en mener, avec un regard parfois assez condescendant, en disant comment vous n'avez toujours pas réalisé le socialisme authentique, l'égalité, vous n'avez pas réglé tous les problèmes, alors que eux résistent. Donc déjà, moi je suis de leur côté résolument. C'est des gens courageux. C'est des gens qui en plus ont mis en œuvre des choses, que ce soit des lois pour la résorption de la pauvreté, la réouverture de ERT, la télévision publique qui avait été fermée, c'est pas rien. Le nombre de mesures, notamment des expulsions de logements qui avaient été faites, qu'ils ont interdit, etc. Il y a d'ores et déjà un corpus de lois qui a été mis en œuvre, qui est conforme à ce pourquoi ils ont été élus. Mais clairement, ce qui était le cœur de leur mandat et de leur élection, c'était la renégociation de la dette. Eh bien, ils sont en cours de cette discussion-là, qui est plus par moment un pugilat ou un rapport de force. A priori, qu'une on arrive discussion. au bout du bout du bout. On arrive au bout, c'est le 3 juin, si je ne dis Oui. pas de bêtises. Après nombre. Eh bien, écoutez, on est dans une situation où désormais le gouvernement grec, après avoir mis nombre de. C'est pas de l'eau dans son vin, mais avoir fait démonstration qu'il n'était pas dans une logique fermée. Mais il demande un rééchelonnement de la dette, disons-le clairement. Et là, il s'est arrivé à une situation où si ce rééchelonnement de la dette n'est pas mis en œuvre, ils refuseront le 5 juin de payer les 300 millions. Ils seront prêts à sortir à ce Ah moment-là. ben alors voilà, alors on va rentrer dans une nouvelle phase qu'on va observer, qu'il faut aider, mais qui est que si au bout d'un moment certains veulent les faire sortir, eh bien peut-être que M. Tsipras changera de raquet. C'est ce que nous, au parti de gauche, là on est dans un débat de pré-congrès, il y a le plan A et puis le plan B. Peut-être qu'il va falloir désormais engager pour eux cette situation-là. Mais je voudrais quand même que tout le monde comprenne que c'est une bataille dans laquelle il est quand même incroyable que la France, le gouvernement de la France, ne vienne pas en soutien à nos amis grecs. On a l'impression que après, M. Hollande, je crois, avait reçu M. Tsipras, M. Varoufakis avait été reçu par M. Sapin, sitôt élu. On avait des sourires qui avaient été affichés. Mais maintenant, si ce gouvernement était de gauche, il faut aider les Grecs et dire clairement qu'il est stupide que ce qui est en train d'avoir lieu, que c'est pas en forçant un peuple à quasiment arriver à défaut de paiement qu'on va régler le problème. Et je voudrais vraiment, pour illustrer mieux que ce que je suis en train de dire, j'invite chacun à lire un article de La Tribune du début de semaine qui datait de mardi, dans lequel le journaliste disait clairement qu'en vérité, c'est une opération politique de la part notamment des Allemands qui veulent que les Grecs non pas payent la dette, ils savent très bien qu'ils sont dans l'incapacité de la payer, mais ils veulent faire une démonstration politique que toute velléité de sortir aujourd'hui des injonctions de l'Union européenne, des politiques d'austérité, ne peut pas marcher. Et c'est d'abord une défaite politique qu'ils veulent infliger à la Grèce. Et de ce point de vue-là, ce qui se passe en Espagne est la démonstration que malgré cette volonté d'infliger une défaite politique en disant clairement aux Grecs, vous n'y arriverez pas, c'est comme ça, vous n'aurez pas de rééchelonnement, aucune autre alternative n'est possible, parce qu'ils ont peur un petit peu que ça fasse tache d'huile dans toute l'Europe, et bien malgré cette dureté de la part du gouvernement allemand, vous voyez là je répète un peu des choses que Jean-Luc Mélenchon essaie de mettre dans le débat, eh bien l'Espagne est en train de prendre la voie de Syriza. Hein, vous savez, c'est ce que disait ce journaliste de la Tribune, c'est la stratégie du containment, qui était celle du gouvernement américain pendant la guerre du Vietnam, pour ceux qui s'en souviennent, à savoir de contenir un peu la vague révolutionnaire. Là, c'est ce qu'ils ont cherché à faire en Grèce. Et pardon, là je suis un peu... Mais certains médias jouant un rôle expliquant tous les 4 matins que Tsipras avait trahi, que ça ne marche pas, que Varoufakis, vraiment cet homme on n'en peut plus. Qui vont dans le mur. Qui vont dans le mur. Et sitôt qu'il y avait la moindre... Y compris des questions stratégiques, vous avez vu, ils sont intelligents, Tsipras et Varoufakis. Puisque la personnalité de Varoufakis manifestement était soi-disant un problème, hop, ils ont mis un autre négociateur. Le type il lâche rien, il est comme Varoufakis, c'est le même. Bon, mais
la question, et ça a été interprété en France, ah, c'est la preuve que vraiment c'est des gens incompétents, etc. Non, regardez dans le détail, ils n'ont rien cédé, mais ils sont dans une bataille politique. La vie est une bataille politique, et eux, ils ont été élus pour ça, et je crois qu'ils n'ont pas peur de leur peuple, et que s'il faut en revenir devant les urnes, ils le feront. Pour l'instant, toutes les études d'opinion démontrent qu'en Grèce, comment dirais-je, la base de soutien de ce qu'ils font reste intacte. Mais c'est dur, voilà. Voilà, et donc non seulement, comme vous dites, ils ont le soutien de leur peuple, mais rien n'aurait été possible sans cette mobilisation, parce que aussi bien Syriza que Podemos sont le fruit en fait d'une mobilisation qui part précisément du peuple. En Espagne, d'ailleurs, le succès de Podemos est né du mouvement des Indignados, c'est-à-dire en fait il est né de la société civile. Et on regarde ensemble ce reportage qui avait été tourné par Euronews, c'était le 24 juillet 2011. 2 mois après le départ symbolique de leur mouvement, les indignés ont repris possession de la place de la Puerta del Sol à Madrid. Ils sont des dizaines de milliers à être revenus dans la capitale espagnole, dénoncer le chômage, qui atteint plus de 21%, les excès du capitalisme et la corruption. C'est une initiative positive. Je pense qu'il est temps de descendre dans la rue pour dénoncer tous les abus du pouvoir économique, explique cette femme. Il faut arrêter maintenant. Les gens veulent un travail, de la dignité. Ils sont fatigués d'être ignorés, d'être sans emploi, de ne pas avoir de perspective. Depuis un mois, 2 petits groupes ont parcouru des centaines de kilomètres depuis Barcelone, Malaga, Valence, Bilbao, la Galice, organisant des assemblées populaires dans chaque village avec pour objectif ce week-end de manifestation à Madrid. Et ce n'est que le début, clame-t-il. Alexis Corbière, donc on vient de le voir, 2011, c'était le début, et ce début, il a donné les municipales qu'on sait. Il se trouve qu'on a eu un début en France aussi, c'était derrière Jean-Luc Mélenchon, en 2011 et 2012, et si on en juge par le résultat des différentes élections européennes, régionales, départementales, municipales, le début, il n'a pas donné grand-chose. Qu'est-ce qui s'est passé, qui est arrivé en Grèce et en Espagne, et qui n'est pas arrivé en France? Voilà. Pour vous répondre, déjà, peut-être qu'on y reviendra après, ce qui se passe en Grèce et ce qui se passe en Espagne ne répond peut-être pas exactement aux mêmes formules politiques. Je veux dire, Syriza, ce n'est pas exactement Podemos. Et d'ailleurs, je ne veux pas être trop spécieux, mais les listes politiques qui ont gagné à Barcelone et qui peuvent peut-être gagner à Madrid ne sont pas que du Podemos. Ça rassemble encore d'autres choses. C'est important de le comprendre parce qu'il y a un caractère unitaire dans tout ça, intransigeant vis-à-vis des vieilles forces politiques, notamment bien sûr la droite et de la social-démocratie, mais en même temps qui ont su rassembler. Syriza, c'est plus une coalition. D'ailleurs, Syriza, c'est l'acronyme en grec de coordination antilibérale, etc. Bon, et là, c'est plus le rassemblement de forces politiques. Mais ils ont été en phase en même temps avec des oui, puisque Podemos, derrière son nom, ne se présentait pas en fait derrière dans ces municipales. Soutenez les listes. Et c'est présenté au régional en tant que Podemos, mais ce n'est pas toujours les mêmes résultats. Donc on est dans quelque chose. Bon. Voilà. Mais je dis ça parce que moi, je suis très intéressé par ce qui se passe avec Podemos, qui doit être source d'inspiration en France. Ça ne répond pas à votre question, mais à savoir vraiment d'un mouvement qui crée les conditions d'une implication citoyenne et qui ne se résume pas à une addition de forces politiques qui doivent être au service de ce mouvement, mais qui ne doivent pas être celles qui le corsettent et qui, à mon avis, l'étouffent. Bon, alors, je reviens à votre question. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, je sais qu'aujourd'hui, on est dans un format politique de plus en plus surplombé par les chaînes d'infos où tout va vite, mais quand on fait de la politique, ayons un peu de mémoire. On est le 29 mai aujourd'hui, les 10 ans de la victoire du non. Pour moi, c'est un moment fondateur qui continue. Alors bien sûr, la vie politique qui a eu des conséquences politiques, à savoir ne serait-ce que par exemple l'existence 3 ans plus tard et la naissance du Parti de gauche et du Front de gauche. Jean-Luc Mélenchon, moi-même et les militants engagés là-dedans ne seraient jamais sortis du Parti socialiste s'ils n'avaient pas eu cette conviction qu'il y a un refus de la politique libérale imposée par l'Europe et qu'il y a une majorité possible, une majorité populaire, une majorité de gauche pour le non à cette Europe libérale, à condition qu'on se rassemble et à condition qu'on donne la parole à tous ces comités pour le non qui s'étaient mobilisés. Au référendum à la Constitution européenne. Au référendum, du 29 mai, excusez-moi, contre le traité constitutionnel européen, le TCE. 10 ans, c'est beaucoup. 10 ans, c'est pas beaucoup non plus dans la vie politique, parce qu'on a un paysage politique qui est ancien. Un parti socialiste qui est là depuis fort longtemps, né en 1905, un parti communiste en 1920. On a une vieille scène politique. Je ne mets pas un signe égal entre les deux, bien entendu. Mais en même temps, je crois que commence à émerger le fait qu'il y a la recherche d'autre chose. Alors, pourquoi je dis tout ça? Parce que le Front de gauche a été un élément, dans un premier temps, de réponse à ça.
de rassemblement de forces politiques. Et honnêtement, 2012, c'est il n'y a pas si longtemps, c'est un événement que j'observe bien souvent des gens veulent minimiser, mais près de 4 millions de voix pour un candidat, Jean-Luc Mélenchon, qui réalise 11%, c'était la première fois, ça ne s'était pas vu depuis une vingtaine d'années qu'à la gauche du Parti socialiste, il y a une force qui émerge à plus de 10%. Dans une élection épouvantable pour nous, parce que c'est précisément la Ve République, la présidentialisation, ce que nous combattons. Donc il se passe quelque chose, non, alors, très voilà, clairement. Mais ensuite, on a l'impression que il ne se passe pas ce qui s'est passé ailleurs. Pardon, C'est-à-dire que la mayonnaise n'a pas pris. Pourquoi je rappelais tout ça? C'est parce que je crois, voilà, sans polémique, mais à faire de la politique, c'est qu'après 2012, nous n'avons pas exactement compris ce qui avait fait le succès de la campagne de 2012, qui était une campagne « Prenez le pouvoir, impliquez-vous », d'implication citoyenne. Et nombre de forces politiques qui composaient le Front de gauche sont un peu revenus aux vieilles recettes. On passe alliance ici avec les socialistes au premier tour parce qu'on a l'habitude de travailler avec eux, etc. Et que toute cette vague un peu qui dépassait les formations politiques et qui avait amené à ce que ce candidat, Jean-Luc Mélenchon, fasse ses 4 millions de voix, bon, on l'a un peu ramené à l'arrière. On n'a pas voulu qu'il y ait des adhésions directes au Front de gauche, on n'a pas voulu bouleverser les vieilles formules politiques. On est un peu tous restés dans nos partis. Bon, et ça, c'est en deçà de la main par rapport aux attentes. Donc, vous comprenez ce que je veux dire? Il y a eu... Oui, mais parlons-en justement. Le parti de gauche, vous étiez en période de congrès, Ouais. 1500 votants. Ce qui est d'ailleurs dans la moyenne de plein d'autres partis aujourd'hui à gauche. Il y a ce désir d'ouverture qu'on a pu voir, de rendre le pouvoir au peuple, qu'on a pu voir concrétiser en Espagne, certes avec des militants politiques aussi. Podemos, ce ne sont pas non plus des perdreaux de l'année, mais qui ont su justement faire ouverture, dépassement de la politique traditionnelle. Je suis en train de vous dire... Où elle est, y compris chez vous, parti de gauche. Non, mais le parti de gauche n'est pas Podemos, le Front de gauche n'est pas Podemos. Mais ambitionne-t-il de l'être finalement? Pardon? Ambitionne-t-il de l'être? Non, finalement parce que c'est autre chose. Nous, on est un parti. Là, ce dont je parle, c'est d'un mouvement qui permet une implication citoyenne, avec des gens qui ne sont pas adhérents de parti, dans lequel la première chose que je vais leur dire, c'est pas adhérer à un parti. Justement, si les gens n'ont pas adhéré à un parti, c'est qu'ils pensent, pour toute une série de raisons historiques, culturelles, que les partis, ils leur font porter la responsabilité de beaucoup d'échecs précédents, à tort ou à raison. Donc le problème n'est pas l'existence de tel ou tel outil, mais vous évoquez des choses. Mais par exemple, on a lancé, ce qui est encore autre chose, le M6R, 86 000 Mouvement pour la 6e République. Mouvement pour la 6e République, 86 000 personnes qui disent sur Internet que ça les intéresse. 86 000. Mais qu'est-ce que ça devient Non, mais on est d'accord. Alors, il va y avoir, une assemblée qui va se tenir prochainement, le week-end prochain, le 3 juin, de cette première assemblée des signataires qui ont désigné des représentants pour discuter de ce que fait ce M6R. Est-ce y compris la question, est-ce qu'il participe ou pas à des élections, de quelle manière c'est un mouvement culturel qui se bat et qui fait émerger l'idée qu'il faut une 6e République, une assemblée constituante, etc. etc. Je dis ça, non pas, on peut parler de ce M6R, allez voir d'ailleurs sur le site m6r.fr, ça bouillonne de discussions sur la nécessité de mettre dans le cœur de la discussion le fait qu'il faut changer les règles du jeu. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que, pour revenir au point de départ de tout ça, moi je n'ai pas la prétention de faire croire, car ce serait malhonnête, que le Front de gauche ou le Parti de gauche ou qui vous voulez là-dedans et le mouvement Podemos est au diapason de ce qui se passe organisationnellement, j'entends, de ce qui se passe et ce qui fait le succès en Espagne. Vraiment, sinon on est... Alors les journalistes facilement, et je vous en remercie, c'est peut-être le cas aujourd'hui, vous m'invitez pour un peu... Nous sommes, à l'entendre certains, les représentants en France de ce mouvement-là. Mais c'est plus compliqué que ça. Ce qu'ont réussi à faire nos amis, notamment je pense en Espagne, c'est créer les conditions justement d'une implication du plus grand nombre, avec une implication citoyenne. Et cette méthode-là, je suis long, pardon, mais cette méthode-là, on aimerait la mettre notamment à l'occasion des prochaines élections régionales par des appels citoyens, et c'est ce que nous mettons en œuvre. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut se mettre au service de ce processus, et ça on ne l'a pas assez fait. Est-ce qu'ils ne sont pas plus pragmatiques que vous? Parce que prenons le cas de Madrid, par exemple. Ben, Madrid basculera du côté de Podemos à la condition d'un accord avec les socialistes, avec le PSOE. À l'heure où nous enregistrons cette émission, il y a une négociation qui se produit. Cette négociation paraît même impensable. Est-ce que vous négocieriez quoi que ce soit, vous, avec le PS? Ah ben si c'est moi qui suis devant, oui, aucun problème, on l'a toujours dit. Non mais attendez, que quelque chose soit clair. La question de l'unité... Vous négociez à condition d'être devant, quoi. Non, mais je négocie à condition que le contenu de l'accord ne soit pas un accord sous les conditions sociales libérales telles que c'est le cas aujourd'hui. Voilà. Moi, j'en ai assez. Les socialistes ne parlent que d'unité sur leurs conditions, telles qu'ils le veulent, pour mettre en œuvre leur politique, pour leur porter leur valise. Ça, c'est pas l'unité.
c'est de l'arrogance social-libérale. Ils ne savent faire que ça. Même nous, lorsque nous étions impliqués, Monsieur Alès, vous aviez suivi ça lors des élections municipales à Paris, on a même voulu faire la démonstration au soir du premier tour qu'on était disposé dans 9 arrondissements où nous pouvions nous rassembler avec les socialistes. La seule condition qu'on disait, c'est que nous, on est prêts de manière technique à engager cette discussion. Par contre, ne nous demandez pas l'engagement que dans les 6 ans qui viennent, on votera tous les budgets municipaux. D'accord ? Ils ont refusé ça. Et à Paris, par exemple, pardon d'être un peu technique, ça a même pris la responsabilité de faire perdre un arrondissement sociolibéraux. Moi, les accords pourris, non. Voilà, j'ai été donc la discussion, c'est que quand vous êtes une force qui marche devant, eh bien, si le PSOE peut permettre à ce que, plutôt que Madrid bascule à la droite au Parti populaire, mais soit entre les mains de mes amis de Podemos, même si c'est Ahora Madrid, la liste c'est plus large, bon, évidemment, ce serait stupide, mais on va voir. Attendez, ça se trouve, le PSOE va préférer finalement que ce soit la droite qui reste. Mais il n'y a pas que le PS. Il y avait une alliance avec le PC. Vous vous êtes engueulé avec le PC à propos des municipales. Vous vous êtes rapproché des écologistes et maintenant il y a eu des engueulades avec Cécile Duflot. Est-ce qu'il n'y a pas ah oui, non, mais écoutez, si je vous pose la réponse, c'est pour avoir la question. Si je vous pose la question, là, je pense que ça va faire le tour, là, mon lapsus. Si je vous pose la question, c'est pour avoir votre réponse. J'ai bien compris. Non, mais bon, premièrement, parce que vous me taquinez, et je comprends. C'est-à-dire qu'il y a une chose qui est un désaccord politique avec le Parti socialiste en raison de son orientation à l'heure actuelle. Jean-Luc Mélenchon l'a dit, si par exemple nos amis frondeurs avaient pris la majorité du PS, ça changeait tout. D'accord ? Nous ne voulons pas nous rallier à l'orientation aujourd'hui portée par M. Valls et M. Hollande. C'est une question politique, pas une question personnelle. Tous ceux qui passent leur temps à dire « Mélenchon a un problème avec Hollande », franchement, sont idiots ou volontairement malveillants. Notre problème, il est politique. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Et nous pensons même que nous allier avec eux nous tuerait définitivement. D'accord ? Ça, c'est une chose avec le Parti socialiste. Donc l'unité, elle est sur des contenus. Et ce qui l'empêche, celui qui divise aujourd'hui, c'est Hollande et Valls. Ceux qui divisent, c'est Hollande et Valls. Après, il y a des débats au sein du Front de gauche. Je viens d'en dire certains mots, même s'il s'agit d'être positif. Mais voilà, il y a des moments, il y a eu des choix d'ordre stratégique et tactique qui, selon moi, avaient des conséquences qui ont amené à ce qu'avec nos amis communistes, nous ayons un débat et des désaccords, ce que je regrette. Et ce qui, à mon avis, a participé un peu à l'essoufflement, j'ai essayé de le dire à grands traits tout à l'heure, de la belle dynamique de 2012, mais qui peut repartir à partir du moment où on comprend le sens de 2012, qui n'était pas qu'une addition de partis, mais Mélenchon, avec la particularité de l'élection présidentielle où les choses se résument à une personne, femme ou homme, mais avait réussi à avoir un discours qui amenait à le dépasser, à être autre chose, à dire « prenez le pouvoir, n'attendez pas les consignes, c'est la seule consigne que je donne ». Et il y avait eu ce bouillonnement qui s'était repris. Ça, c'est une deuxième chose. Et enfin, après, il y en a une troisième, qui est celle de notre volonté d'élargir tout ça, et du fait que nous discutons avec nos amis d'Europe Écologie Les Verts, car nous avons bien vu qu'après avoir participé au gouvernement, Madame Duflot, au mois de septembre dernier, sort un livre dans lequel elle dit finalement « j'y ai participé à ce gouvernement, ça ne sert à rien », qui était quand même, elle tranchait en nous donnant le point sur une discussion qu'on avait eue avec elle. Après l'élection de François Hollande, elles ont dit « Jean-Luc, viens au gouvernement, pour des petits citoyens, on serait plus fort ». Nous, on a dit « non, tu verras, ça ne marchera pas ». Bon, 2 ans plus tard, elles sont en bouquin en disant « effectivement, de l'intérieur, on ne peut rien faire ». Dont acte. Donc avec Cécile, on discute, faisons des listes communes, on met en place un processus. On fait ça lors des élections départementales et franchement, on peut discuter des chiffres, mais M. Allais, je crois que vous avez fait ce travail-là. Dans beaucoup d'endroits, c'est intéressant aux élections départementales. Le centre urbain, essentiellement. Oui, d'accord, mais enfin, on a fait des scores à 16 ou 20% des fois qui marquent qu'il s'est passé quelque chose. Et puis bing. Bon, et alors là, du coup, aussi, voilà. Alors, pardon, là, je vais être un peu boutiquier. Du coup, gros bins au sein d'Europe Écologie Les Verts. C'est-à-dire que Hollande, là encore, en bon cuistot qui sait bien faire mijoter les plats, on va en voir certains, et si tu rentrais au gouvernement, et ceci, et cela. Et des Verts quasiment, hein, c'est les Verts au bord de la crise de nerfs, avec certains qui disent, quoi qu'il en soit, moi j'ai envie de rentrer au gouvernement. J'ai même vu qu'il y avait une association d'élus d'Europe Écologie Les Verts qui se mettait à neuf pour dire, on va soutenir Claude Barthelone dès le premier tour en région Île-de-France aux élections régionales, alors que c'est Emmanuel Cos qui a annoncé sa candidature. Bref, de tout ça, c'est du flou. Tire la conclusion qu'il faut des listes uniquement solitaires d'Europe Écologie Les Verts et on arrête de discuter avec Jean-Luc Mélenchon et on se remet en quelque sorte dans cette indépendance qui quand même est, selon moi, satellisée par le Parti Socialiste. Et du coup, après, elle invente, alors là je le dis clairement, selon moi, un désaccord qu'elle exagère et là elle ne rend pas service à l'intelligence du débat vis-à-vis du dernier livre de Jean-Luc Mélenchon, qui franchement ne fait que répéter des choses qu'on dit depuis des années. Qui s'assume comme un pamphlet tout de même. Qui s'assume comme un pamphlet. Oui, mais enfin bon, je veux dire, on est tous autour de cette table, on a une certaine culture politique et Cécile Duflot doit avoir la même. Quand on commence une discussion en disant tu exagères, mais ce que tu dis a des accents déroulédiens, c'est-à-dire emprunte à Paul Déroulède, qui est un des fondateurs intellectuels de l'extrême droite en France, qui est un homme qui accessoirement a juste défié en duel Jean Jaurès qui voulait abattre à coups de revolver. Quand on compare Jean-Luc Mélenchon à celui qui voulait flinguer Jaurès et qui était un des pères de la pensée d'extrême droite. Alors que lui-même se vit comme la continuité de Jaurès.
Non, c'est pas ça que je veux dire, mais est-ce que Cécile Duflot, si moi je sortais une tribune dans Mediapart, dans laquelle je commençais la discussion en disant à Cécile Duflot, parce qu'elle ne comprend pas aujourd'hui l'arrogance de la droite allemande et qu'elle cède devant la droite allemande, si je disais tu es un peu daladieriste, hein, ou tu es munichoise, elle accepterait qu'on parle comme ça? C'est scandaleux ce vocabulaire. Il y a des images politiques qu'on ne doit pas reprendre. Je ne la compare pas à une capitularde face à l'Allemagne. Pourquoi elle utilise ce vocabulaire volontairement outrancier? Parce qu'elle veut créer un clivage. Vous l'avez déjà souvent traité de capitularde par rapport à François Hollande par le passé. Non mais attends, ce que je veux dire, c'est que, mais cela dit, c'est au centre de mon quand elle était questionnement. ministre elle-même, en plus je n'ai pas souvenir, je me souviens de taquineries où elle avait dit, quand on rentre au gouvernement, on se met une muselière, où on taquinait régulièrement Cécile Duflot en disant pas de muselière. Après sur le reste, moi j'ai toujours eu, mais revenons à l'essentiel. Avec Cécile, on discute avec les Verts. Il y avait un débat qui était engagé, qui était intéressant, qui était fertile. Et puis revenons à l'essentiel, parce que tout ça on s'en fout, j'ai envie de dire vulgairement. Qu'est-ce qu'on fait là? Voilà, est-ce qu'au régional, on va on se revenir à rassemble? l'essentiel parce qu'on arrive non, à mais la j'ai bien compris. conclusion. Non, mais est-ce 2017 maintenant. Voilà. Hein. Oui. Voilà. Non, mais 2017 n'a de sens que si déjà là il y a des échéances, hein, parce que sinon on est nous-mêmes totalement matricés par la Ve République et qui nous tue. Moi, j'en ai ras-le-bol de ça. Là, il y a des élections régionales. Est-ce qu'on se rassemble? Est-ce que ces forces politiques se mettent au service de ce processus que je décris? Parce est-ce qu'on met l'horloge à la pendule de l'Espagne, c'est-à-dire d'implication citoyenne? Mais Alexis Corbière, l'horloge à la pendule de l'Espagne, c'est justement dépasser les esprits de boutique et c'est surtout aussi renouveler un personnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à gauche, dans toutes les boutiques que nous avons évoquées là, on a des professionnels de la politique qui sont souvent blancs, de plus de 50 ans, voire de plus de 60 ans, qui ont souvent vécu de mandats et de professionnalisation politique. Est-ce que c'est pas ça aussi le message de Podemos? C'est pas d'avoir une militante du droit au logement qui peut devenir maire de Barcelone, c'est pas une juge qui peut devenir maire de Madrid. Est-ce que c'est pas ça ce message-là aussi? C'est aussi ça, et c'est pour ça, je dis que lors des élections régionales, il faut que nos listes soient à l'image de ça. Moi, je vais vous dire un truc. Alors, c'est très. Je parle de moi. Moi, je ne suis pas candidat aux élections régionales. Voilà. Moi, j'ai eu l'honneur d'être élu. Là, je pense que, franchement, je veux dire, on peut faire de la politique sans chercher à être élu. Et je suis pour. Il y aura de mes copains qui seront candidats. C'est pas le sujet. Enfin, je veux dire, il faut que aussi on donne la parole non seulement à ces gens qui soient dans le processus d'implication. Par exemple, moi, un truc qui m'a passionné dans ce qu'ils ont fait en Espagne, c'est un code éthique. Un code éthique qui fait que chaque candidat s'engage au non-cumul des mandats, à s'appliquer le droit de révocation si les électeurs le demandent, à baisser par exemple les indemnités. À Barcelone, ils vont baisser les indemnités à 2200 €. Tout ça, il faut qu'on le mette en œuvre aussi en France en disant seulement, ce n'est pas des belles paroles que nous disons, mais nous allons nous appliquer cette exigence anti-corruption qui est quelque chose de fort en France et c'est en Espagne, et ce n'est pas à Mediapart que je vais dire qu'en France aussi, cette question-là ne se pose pas dans la vie politique française, peut-être de manière moins outrancière, mais ça se pose. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que oui, il faut d'abord qu'aux élections régionales, et c'est ce que je suis en train de dire à Cécile Duflot, il y a toutes les forces, rassemblons-nous, arrête cette fausse polémique, Cécile, ça ne sert à rien, c'est débile, tu inventes des désaccords outranciers avec Jean-Luc que tu n'avais pas il y a encore quelques jours, rassemblons-nous et donnons la possibilité que ce processus d'implication citoyenne existe vraiment. C'est ce qu'on met en œuvre, on est en train, il y a beaucoup d'appels, Midi-Pyrénées, aussi en Ile-de-France, où on fait ça. Et notamment ces gens dont vous parlez, issus du mouvement associatif, issus des quartiers populaires, ils sont les bienvenus, mais il faut qu'on leur ouvre la porte, pas seulement pour les mettre en vitrine, mais que ce soit eux qui conduisent le processus. Donc c'est ce que nous disons, voilà, et si ça on le réussit, si on fait émerger quelque chose de significatif, notamment lors des prochaines échéances électorales, mais pas seulement. Mais la question de 2017, elle sera abordée totalement différemment. Après, on verra celui ou celle qui est le plus à même d'incarner tout ça. Moi, j'ai envie, même si la formulation, évidemment, la question sociale doit être au cœur, mais j'ai envie que l'élection présidentielle 2017, celui ou celle que nous présenterons, soit celui du changement du système, celui de la 6e République, de l'Assemblée constituante, du changement des règles, des choses que portent nos amis en Espagne. Bon, est-ce qu'on va y arriver? On verra, mais c'est la tâche à laquelle nous nous attelons à l'heure actuelle. Cet appel et cette perspective sera donc le mot de la fin de ce 51e numéro d'Objection. Merci Alexis Corbière, merci à Stéphane Aliès de l'avoir préparé et présenté avec moi, et merci à toute l'équipe de production de 5e Étage Production.